soir, j'ai le plaisir, la joie, l'honneur, l'immense extase de recevoir Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Bonsoir à vous deux, chers amis. Bonsoir, et n'en faites pas trop quand même. Vous allez voir ce que je vais vous demander, c'est pour ça. On va parler du Parti Socialiste, mais pas que. Et pour ce faire, voici l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'aimez beaucoup. Et voilà ce qu'il dit des socialistes et du conclave. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est foutu d'eux, ils le prennent pour une buse depuis le départ. On leur dit, écoutez, cet homme n'est pas là encore par hasard. Et voilà, et eux, ils se sont laissés rouler dans la farine. Alors maintenant, ils sont là comme des ballots, les bras ballants, ils savent plus quoi dire, parce que l'autre, c'est bien foutu d'eux. Est-ce qu'il y a une seule personne qui croyait dans ce pays qu'un gouvernement de droite allait décider de ramener la retraite à 62 ans et pas à 64? Mais enfin, il n'y a que pour croire un truc pareil, ou pour faire semblant de croire. En vérité, je crois que ce qui les affolait surtout, c'était l'idée qu'il y ait une élection à laquelle ils ne sont pas préparés, comme à d'autres. Alors, on va refaire une motion de censure, un jour ou l'autre, là, et puis on va finir par changer d'avis et redevenir raisonnable, c'est-à-dire renverser le gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Est-ce qu'il a partiellement raison, Jean-Luc Mélenchon, quand même? Mais nous croyons dans le dialogue syndical. Mélenchon, non. Parce que ce que pense Mélenchon doit s'appliquer dans la société. Donc lui, il n'y a pas de cadre intermédiaire, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de patronat, il y a Mélenchon tout seul. C'est une certaine conception de la démocratie qui n'est pas tout à fait la nôtre. Donc nous croyons à la possibilité qu'il y ait des échanges entre les partenaires sociaux pour trouver des solutions. C'est déjà ce que l'on reprochait à Emmanuel Macron, qui n'avait pas choisi cette voie-là, puisqu'il avait choisi la voie parlementaire. Et je dirais à Jean-Luc Mélenchon que ça ne m'étonne pas, sa prise de position, parce qu'il a oublié, parce qu'il a la mémoire courte, que ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce fameux conclave, c'était très exactement la demande de l'intersyndicale à la fin du mouvement. Donc nous respectons le mouvement social. Pas Mélenchon. Vous avez dit que c'était pas la même vision des choses que Mélenchon. En attendant, vous êtes quand même rallié au nouveau Front Populaire avec lui. Donc là, tout d'un coup, vous prenez distance avec Mélenchon en disant on n'a pas la même conception. C'est pas la première fois que je réponds à Jean-Luc Mélenchon d'une manière acerbe. Et vous savez que je n'étais pas favorable au nouveau Front Populaire. Je me souviens. Écoute-moi, Olivier. Voilà. Ici même. Il a fini par m'écouter. Il a pris quelques distances. Il a pris du temps. Mais il a un problème d'oreille. Et j'étais déjà contre la NUPES, contre les motions de censure qui avaient été déposées sur les questions budgétaires. Donc moi, je suis cohérent. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est un boulet pour la gauche. Olivier d'Artigol. Avec un congrès socialiste à la mi-juin, avec la possibilité de retourner aux urnes pour des législatives, si le président décide à partir de juillet, qui, au Parti socialiste, a intérêt à une censure avant ce congrès ? Je crois que le problème n'est pas tant l'intérêt des uns et des autres, même si j'ai une petite idée, j'y reviendrai, que nous sommes dans une situation où malheureusement François Bayrou s'est tiré une balle dans le pied. Et nous allons à la censure. D'ailleurs, vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon. Il vient de dire qu'il allait, dans quelques temps, déposer la censure. Il n'a que ce mot à la bouche, la censure, alors c'est pas étonnant. Oui, mais bien sûr, parce qu'il aime censurer les gens, mais ça c'est évident. Mais sauf que ça lui permet de sortir du débat un peu crapoteux sur les caricatures antisémites. Et la question des retraites suffira au PS, malgré le contexte géopolitique, pour aller vers cette censure ? Mais vous avez entendu ce que j'ai dit. Les socialistes étaient attachés au dialogue social. Nous ne comprenons pas, et alors là je crois que nous sommes unanimes, pourquoi d'un seul coup François Bayrou n'a pas attendu la fin de la discussion. Soit il savait que la CGT allait sortir, et il a pris les devants. Soit il savait qu'il n'y aurait pas de discussion, qu'il n'y aurait pas de conclusion, et il n'a pas voulu se retrouver devant le Parlement, mais en prenant l'initiative, il a précipité à nouveau la crise, et je retourne le problème, précipiter la crise dans le moment que nous traversons, c'est irresponsable. Et alors vous l'interprétez comment ? C'est une faille personnelle, une fatigue, le sens politique qui n'est plus aussi aiguisé ? Je pense que le sens politique n'est plus aussi aiguisé qu'il ne l'était auparavant, mais je pense aussi qu'il y a une conjonction.
D'abord, il y a le président de la République qui, d'un seul coup, devient le chef des armées européennes et qui revient dans l'espace politique en France. Et que ceci doit agacer François Bayrou parce que ça lui complique le travail, en termes budgétaires, par exemple. Ensuite, il y a ses petits camarades qui ne sont pas les plus sympathiques pour lui. On voit Édouard Philippe qui dit quand même que la mesure de François Bayrou est hors sol, que le conclave est hors sol et qu'il faut le finir au plus vite. Donc c'est une pression, c'est pas n'importe qui quand même dans la majorité entre guillemets ou dans le bloc central. Et enfin, il y a le fait que il voit que la situation va lui échapper, car soit il y a un collectif budgétaire, et il y aura un collectif budgétaire, vu le fait que l'on est obligé de faire face à la menace russe. Et ce collectif budgétaire, s'il est arbitré, comme le dit un petit peu Édouard Philippe, à savoir, les retraites, vous allez payer la semaine des 4 dimanches ou des 4 mercredis, comme on disait dans le temps, vous allez payer, bref, on va faire un ajustement sur le domaine social. Bayrou avait dit qu'il n'en était pas d'accord, et visiblement l'arbitrage va aller dans ce sens. Donc, il sent que tout vient sur lui, et donc il essaye de s'en sortir en prenant les devants. Voilà, c'est précipiter la crise en espérant pouvoir la contrôler. Sur la situation interne au Parti socialiste, jamais un président de groupe parlementaire PS n'avait déposé sa candidature pour le poste de premier secrétaire face au secrétaire sortant. C'est totalement inédit. Mais ce soir, Olivier Faure sort 3000 soutiens avec la moitié des secrétaires départementaux du PS, des cadres donc. Là, nous en sommes où? Olivier Faure en grande difficulté ou Olivier Faure qui peut renverser la table et sauver sa peau? Question posée, réponse de Jean-Christophe Cambadélis après la pause. À tout de suite sur Europe 1. Troisième départ du Royaume-Uni après ceux de Londres en 2007 et du Yorkshire en 2014. Merci Rudy Sada, à tout à l'heure pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Olivier d'Artigol et l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui va répondre à la question d'Olivier d'Artigol, qu'il va reformuler en plus court, s'il vous plaît, Olivier. Quelle est la situation du premier secrétaire du PS après donc la candidature du président du groupe? C'est inédit. Et aujourd'hui, une liste où il a un secrétaire départemental du PS sur 2. Donc le match reste très ouvert. Alors c'est la première fois depuis 1920 que le patron du groupe se présente, donc ça n'a jamais existé, contre le patron du parti. Donc c'est un séisme pour le Parti socialiste. Et quand aujourd'hui, je connais ça, j'ai fait de très 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 nombreux congrès, mais quand vous annoncez un premier fédéral sur 2, c'est que vos adversaires en ont aussi 1 sur 2. Donc c'est que vous n'êtes pas au mieux. Et comme le dernier congrès était à 50-50, toute personne qui passe d'une équipe à une autre affaiblit celle dont il parle. Donc aujourd'hui, le récit, le narratif, comme on dit maintenant, c'était que Olivier Faure avait gagné le congrès sans que le congrès ait lieu, parce que il s'était médiatisé, était devenu une personnalité, etc. Il avait pris un petit peu de la ligne de ses opposants en prenant ses distances avec Mélenchon. Et aujourd'hui, patatras. Tous les jours, il y a des gens qui quittent son courant, comme ça s'appelle un taxe d'orientation, mais c'est un courant. Son courant pour soit exister autour de Maurice Vallot, soit pour rejoindre l'opposition qui est en train de s'unir. Donc, c'est compliqué chez les socialistes parce que d'abord il y a une contribution. Les contributions, c'est un moment où on échange mais sans vote. Et puis après, il y a les votes. Et là, évidemment, le premier secrétaire n'est pas dans une situation optimale. Et qui incarne cette opposition vers laquelle certains se tournent aujourd'hui ? Alors, c'est une pluralité de personnalités. Oui, mais il en faut un. Mais pour l'instant, il en faut un. C'est toute la difficulté. Et Olivier Faure compte très bien sur ses querelles d'ego, on va dire, pour à la fin essayer de
s'en sortir. Mais je pense que tous les acteurs, l'ensemble des acteurs de l'alternative, c'est comme ça qu'ils s'appellent, à Olivier Faure, finiront par trouver une personnalité pour aller à la motion. Vous croyez que François Hollande a des chances? Non, François Hollande, il ira pas. Surtout, François Hollande ne dit rien dans ce congrès, parce que Olivier Faure veut faire un référendum pour ou contre Hollande, qui n'est pas candidat au poste de premier secrétaire à première vue. Il a peut-être des idées pour la suite, mais pas dans ce congrès de Nancy, parce que le congrès va se tenir à Nancy.